Bessora était un cerveau pourrilet qui cachait ses pouvoirs de niveau dieu jusqu'à ce qu'il commence à applaudir des fils démoniaques. Il avait été expulsé du clan des héros il y a des années pour être si OP qu'il avait éliminé à la fois ses ennemis et ses pairs. Parce que cela, lui et son père ont fui dans le monde humain pour vivre une vie misérable mais sans risque jusqu'à ce que son père lui donne 2 demi-sœurs démoniaques pour créer une harem Alabama. Les filles se sont présentées sous les noms de Maria et Mio. Et quand Bizarra a demandé à propos de leur mère, Jean a dit qu'elle était en dehors du pays pour l'instant, ce qui était assez suspect. Bizarra s'est réveillée le lendemain matin pour trouver Mio sur lui, disant qu'elle voulait le réveiller en le servir. Après quoi, elle y est passée à sauter sur la position de petit Johnny avec un sourire heureux sur le visage. Lorsque ses grands plans ont fait glitcher, elle a remarqué quelque chose de dur sous les draps. Donc elle a tendu la main rapidement pour découvrir un DVD, mais elle est tombée en arrière avant de le lire. Quand Bizarra l'a vérifié, il a découvert qu'il s'agissait d'un jeu d'amour interdit qui était le guide parfait de sa nouvelle vie. Malheureusement, Mio pensait que ce jeu était la confirmation dont elle avait besoin pour appeler les exterminateurs de salopards. Mais il s'est opposé et est tombé sur ses draps, ce qui a fait tomber Bizarra sur elle, donc elle a cogné ses testicules gauche avec sa jambe. Elle est ensuite partie en colère, laissant Bizarra dans la douleur alors qu'il se souvenait combien son père était enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle famille, qu'il avait dû acheter une nouvelle maison et changer d'école. Jean a ajouté que les filles avaient traversé beaucoup, ce qui a fait que Maria a manqué l'école, donc il a encouragé Bizarra à être un modèle pour lui. Il est ensuite descendu dans la cuisine où il a salué Maria qui cuisinait avant d'ouvrir le réfrigérateur pour du lait qu'il a renversé lorsqu'il a remarqué qu'elle était habillée, comme si elle était le plat principal à manger. « Je vais venir ». Oh, la fille cultivée a compris, donc elle s'est retournée pour révéler qu'elle n'était pas complètement sans plan sous le tablier. Elle a tenté de te taquiner avec ton esprit vierge qui devait avoir des yeux pour la voir, puis elle a demandé si tu avais vu le jeu qu'elle avait laissé comme cadeau pour toi. Cela a provoqué une scène d'humeur parce que son esprit était plus sale que celui d'un adolescent obsédé par les chaussettes. Cependant, elle semblait apprécier ses réactions. Elle a même demandé s'il voulait sauter le jeu et faire ça avec elle en vrai. Mais avant qu'il ne réponde, Jean est entrée et a demandé pourquoi il criait, à laquelle elle a répondu que Bizarra allait faire ça avec elle. Mio est également entré et a annoncé qu'il avait déjà eu des relations avec elle plus tôt, donc les filles ont ruiné son matin en tour à tour, tandis que Jean a simplement marché comme si tout était normal. Ils sont ensuite sortis prendre une photo de famille où Mio a souri pour la première fois, ce qui a surpris Bizarra, et après avoir mis le timer, Jean est joint au cadre. Ce jour-là, après les courses, Bizarra a laissé Mio derrière pour localiser sa moto et comme prévu, elle a attiré immédiatement quelques délinquants qui l'ont entourée. Elle les a arrêtés de toucher, promettant de mettre fin à leur lignée, mais ils pensaient qu'elle plaisantait. Lorsque Bizarra est arrivé, ils ont demandé pourquoi son nom ressemblait à une marque de nettoyeur de toilettes, des dommages émotionnels, et ont immédiatement aidé Bizarra à réparer ses pneus. Alors que les autres étaient sur le point de riposter, il a versé de la poudre de curcuma sur eux avant de partir avec Mio comme son chevalier blanc. Sur le chemin du retour, ils ont fait une pause à un endroit avec une vue panoramique sur la ville où ils ont admiré la vue. Il est ensuite passé à donner un discours lamentable sur comment il protégeait même s'il n'était pas officiellement marié, mais Mio avait un visage sombre tout au long de son discours morose. Elle a ensuite arrêté ses babillages et a dit qu'il était malin mais qu'elle aimait comment il avait géré les voyous avant. À la maison, Asara a vu Jean emballer ses gadgets de travail car il partait à Dubaï pour un tournage immédiatement. Il a vu Jean prendre un taxi et filer avant de rentrer chez lui. Les lumières se sont éteintes soudainement, alors il a essayé de localiser ses demi-sœurs dans la salle de séjour. Arrivé là-bas, il a demandé ce qu'ils devraient manger, mais a remarqué leur attitude froide, ce qui lui a fait supposer qu'ils étaient effrayés par lui. Il a demandé s'ils voulaient commander une pizza, mais Mio, avec un visage sérieux, a demandé de partir de la maison. Lorsqu'il a demandé à répéter ces mots, Maria a utilisé un sort de vent pour le coller au mur pendant un moment. Elle est ensuite montée et a demandé pourquoi il ne pipi de lit, ayant assisté à la magie. Puis elle s'est transformée en forme succube tout en révélant qu'elle était une démonesse, en changeant d'une petite démonesse haute à une démonesse basse. Bessar a demandé si Mia était aussi une démonesse et elle a annoncé qu'elle serait la future démonesse. Pour une raison quelconque, Maria a commencé à donner à Bessar une leçon sur l'existence des dieux et des héros et comment Batman était réel. Elle a dit qu'ils prévoyaient d'utiliser la maison comme base opérationnelle, ce qui signifiait qu'ils avaient brainwashé Jean pour les accueillir. Ils lui ont dit de partir chez un parent. Cependant, Bazara était triste de leur tromperie et a demandé si Mio avait joué le jeu toute la temps. Elle lui a dit de faire disparaître, après quoi Maria a lancé un sort de brainwash, mais il ne s'est pas transformé en leur zombie comme prévu. Au lieu de cela, il a foncé vers Maria pour apparaître derrière elle.
Maria a préparé à lancer un sort pour l'éloigner seulement pour Bessara invoquer une épée qu'il a utilisée pour annuler sa magie. Il a ensuite annoncé qu'il était un héros. Cependant, Mio a argué que tous les héros étaient censés être dans leur village caché. Il a refusé de leur dire quoi que ce soit sur son état et a voulu les terminer définitivement, mais il s'est arrêté au dernier moment pour leur dire de faire peur à leur menteur. Il est ensuite allé dans sa chambre où il a essayé de contrôler la puissance dans ses mains qui lui rappelait un souvenir traumatisant. Quand il a finalement calmé, il a tout raconté à son père qui a dit qu'il savait déjà et faisait semblant depuis qu'il surveillait déjà Jin avant qu'il ne l'approche. Il a dit que le clan des héros avait leurs yeux sur Mio qui était la fille du précédent Démonesse qui était un homme plutôt pacifique. Cela a rendu les démons avides de guerre haineux contre lui, donc il devait l'éliminer. Cependant, il avait déjà envoyé son enfant dans le monde humain avant le coup d'état, ce qui signifiait qu'elle serait en danger à la fois des héros et des démons. En même temps, Mio et Maria étaient maintenant pratiquement des démons sans abri qui planifiaient de restratégiser. Maria était déjà en train de penser au jeune homme de confiance le plus proche à brainwasher, mais Mio lui a dit de cesser de tromper les gens. Juste à ce moment, ils ont senti un sortilège de protection activé et immédiatement des monstres sont apparus, causant à Mio d'activer sa magie de flamme. Alors que les monstres les poussaient autour, Jin a dit à Bizarra de protéger les filles car elles étaient la meilleure chance pour arrêter la guerre en cours entre démons et héros. Bien que Mio puisse aussi utiliser la magie de foudre, Maria faisait ressembler Saitama à un pantin. Mio a également pris soin de la dernière démonesse Reaper avec de l'électricité, mais elle est apparue derrière eux et l'a envoyé voler en bas d'une falaise. Alors que sa vie flashait devant ses yeux, Bazara a vu Mio voler et s'est précipité pour la rattraper comme si sa vie en dépendait avant de tuer le démon Reaper qui s'est approché derrière eux. Après cela, ils ont demandé pourquoi il les avait sauvés. Alors il leur a montré leurs photos de famille et leur a dit que leur maison serait modélisée sur l'Alabama. À la maison, quand Maria a demandé pourquoi il les avait sauvés encore une fois, il lui a donné un verre de jus et lui a dit de se détendre. Elle l'a bu car il n'avait pas de sens qu'il la poisonne après les avoir sauvés des monstres. Cependant, elle voulait toujours savoir pourquoi quelqu'un du clan des héros montrait pitié aux démons comme eux. Bessar a alors révélé que c'était l'idée de Jin de les abriter car il était au courant de leurs circonstances. Bien qu'il ait ajouté que Mio était trop chaude pour être ignorée, Maria était plus préoccupée par le clan des héros qui pourrait les surveiller. Donc Pessera a expliqué qu'il n'avait plus aucun rapport avec le village caché depuis 5 ans. Elle était sur le point de demander ce qu'ils avaient fait pour vivre comme des êtres humains pauvres, mais il l'a coupé pour demander pourquoi Mio restait si longtemps dans la salle de bain. Donc elle lui a dit que Mio essayait de bien se laver de son sueur nauséabonde de sa peau, après quoi elles est parties ranger leurs affaires. Pendant ce temps, Mio est sortie de la baignoire encore terrifiée par l'incident, jurant intérieurement qu'elle était plus faible qu'un PNJ ayant été sauvé par Bessara. Alors qu'elle perdait peu à peu pied dans la terreur, Bessara a frappé à la porte et s'est excusée pour avoir explosé contre eux quand ils ne connaissaient pas leur situation. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle a perdu l'alimentation de son cerveau et s'est soudainement effondrée, donc Bessara a dû ouvrir la porte pour vérifier. Cependant, elle a repris conscience rapidement et a repoussé ses mains dégoûtantes quand il lui a proposé de l'aider à se lever. Elle l'a sermonné pour s'être excusé auprès d'eux car ils étaient dans le tort pour les avoir trompés, mais il a dit qu'il avait aussi caché son identité d'héros d'eux. Il a dit qu'il ne considérait pas les démons comme mauvais car ils auraient pu le déshabiller au lieu de leur pitoyable tentative de brainwash. Même si elle avait encore ses réserves, Bessara a essayé de la rassurer en appelant sa famille et en jurant de la protéger. Mais c'est quand Maria, avec des pensées sales, a interrompu leur moment disant qu'elle était ravie que Bessara soit fort. Il a rapidement arrêté en disant qu'il n'était pas Gigashad, mais elle lui a rappelé qu'il avait réussi à annuler sa magie. Cependant, il a dit que c'était un hasard avant de partir, comme si elle avait touché une corde sensible. Plus tard cette nuit, Mio a sorti une photo de sa famille décédée qui avait été grillée devant ses yeux, mais ensuite Maria est venue vérifier sur elle. Ils ont ensuite discuté de laisser Bizarra les garder sous prétexte de jouer à la famille. Donc Maria lui a donné la nouvelle photo de famille et a dit que Jin et Bizarra étaient des alliés honnêtes qu'ils étaient chanceux d'avoir rencontrés. Elle a ensuite changé de sujet et a immédiatement emmené tout le monde dans un cercle magique. Elle a dessiné espérant que Bizarra et Mio forment un pacte maître-esclave. Lorsqu'il a demandé pourquoi un tel pacte était nécessaire, Maria a dit qu'il s'agissait simplement d'une formalité pour entrelacer leurs âmes, permettant de sentir l'un l'autre, ce qui faciliterait son rôle de protecteur de Mio. Bessara a argué qu'un GPS suffirait, mais la petite démonesse a lancé un sort jusqu'à ce qu'il cède. Elle a ensuite révélé que le pacte ne pourrait être formé pendant une pleine lune, et lorsque Mio a donné son consentement pour le faire avec lui, il a également accepté. Pour commencer, Maria a annoncé que puisque Mio était magiquement incompétente, elle la soutiendrait. Elle a dit à Bessara de embrasser le sceau magique qui apparaîtrait sur les mains de Mio. Cependant, le sceau est apparu sur les mains de Bessara.
causing Maria à paniquer car cela signifiait qu'elle prendrait la place de servante. Maria lui a dit de conclure le pacte car il était utile uniquement pour sa fonction de GPS, mais Mio a crié qu'elle ne serait pas la servante de Bizarra. Bessara a ensuite attiré leur attention sur le seau magique qui allait disparaître, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le seau a disparu après quoi un collier est apparu autour du cou de Mio, causant ses genoux à flancher. Lorsqu'il a touché ça, elle a crié de plaisir, donc Maria a révélé que le sortilège prenait effet. Elle a expliqué que puisque Mio n'avait pas embrassé sa main, c'était un signe de rébellion qui avait activé le sortilège qui pouvait facilement être résolu. Elle a ajouté qu'elle était une succube, ce qui a fait reculer Bessara de la démonesse connue pour réaliser tous les fantasmes dépravés des perdants dans leurs rêves. Elle a dit qu'en utilisant sa magie pour amplifier le pacte, Mio souffrait d'un sort pour le sus-effet. Voyant Mio rougir en essayant de contenir ses émotions, Bismara a demandé ce qu'il pouvait faire. Donc Maria a dit qu'il devait la faire soumettre en touchant Mio jusqu'à ce que ses sens exacerbés soient correctement stimulés. Elle a semblé heureuse en disant ce qui allait se passer, promettant même de capturer l'ensemble du spectacle en HD. Elle a ensuite ordonné de commencer avant que la douleur ne l'envoie au paradis, mais il a souligné que le gros type ne permettrait pas à un démon d'y monter. Voyant qu'il n'avait pas le choix, il s'est approché pour la toucher, mais en commençant par les bras avant de se diriger vers une étagère qui lui a fait crier de joie. Pendant ce temps, Maria nettoyait du jus d'apple du sol, elle s'excusant pour ne pas avoir mentionné le sortilège, mais étonnamment, Bazara n'était pas en colère. Je veux dire, comment aurait-il pu? Cependant, Mio l'a attrapé par derrière comme une ogresse en colère et l'a traîné dans la pièce pour sa punition. Le lendemain, alors qu'il allait à l'école, Maria a dit qu'elle serait en surveillance autour de l'école. Quand Bessara a demandé si les gens ne la prendraient pas pour une enfant perdue, elle leur a montré son permis de conduire falsifié, ce qui signifiait qu'elle pouvait bouger librement. Cependant, il n'était pas convaincu qu'elle serait en sécurité. Quand il était seul avec Mio à l'école, elle lui a dit de garder son énergie de loser pour lui-même quand ils étaient en classe et il a accepté de le faire. Il est d'abord parti dans la salle des professeurs pour se présenter à son professeur de classe qui avait l'air dessiné pour un NPC inutile. Il est ensuite allé en classe pour se présenter et implorer qu'il ne se moque pas de son nom atroce. Il a remarqué que le représentant de la classe avait l'air familier et une fois que le professeur est parti, elle l'a serré dans ses bras, ce qui a fait éclater la classe en surprise. Mio a aussi paniqué, mais il semblait que Bizora était juste aussi confus. Donc il a dû se rapprocher pour reconnaître qu'elle était sa camarade d'enfance. Yuki Mio a ensuite interrompu en disant que se rapprocher ainsi en public était une exagération, mais Yuki a dit que c'était normal pour eux. Ce qui l'a rendue furieuse jusqu'à ce qu'elle annonce à l'univers entier qu'ils vivaient ensemble dans la même maison. En raison de son désastreux rôle de seigneur de la Rise, il est devenu le premier ennemi public des garçons. Quand il a essayé de parler à Mio, elle lui a dit de manger de la merde ou de flirter avec Yuki pour tout ce qu'elle s'en fichait. Un garçon nommé Takigawa est alors venu vers lui et l'a emmené sur le toit probablement pour faire des choses sordides ou se rapprocher. Thérapeute Sarah a plaint que tous les garçons de la classe maintenant le haïssaient. Cependant, Takagawa a révélé qu'il avait fait un ennemi non seulement de la classe, mais de toute l'école, car Mio et Yuki étaient là les plus belles méchantes que tout le monde adorait comme les idoles de l'académie. Bessara a alors demandé pourquoi il associait avec lui sachant qu'il pouvait être ciblé, mais Takigawa lui a dit qu'il le délaisserait plus vite qu'un gars essayant d'échapper aux factures de pension alimentaire si les choses tournaient mal. Il a également ajouté qu'il avait l'air d'un gars sympa, donc il prévoyait de voir comment les choses se dérouleraient. Quand l'école est fermée, les trois se sont retrouvés, mais Mio semblait encore en colère, donc Berea a dû demander ce qui s'était passé. Avant qu'il ne puisse régler les choses, Yuki est arrivé et a demandé de parler à lui seul, donc ils sont tous les deux allés dans un restaurant où elle s'est assise très près de lui. Elle a remercié pour être venue et a demandé pourquoi il ne serra pas ses glaces comme il le faisait autrefois quand elle l'a serré. Elle a ensuite devenu sérieuse et lui a dit de ne pas s'impliquer avec Mio à l'avenir. Il s'est avéré que Bessara savait déjà qu'elle était sous surveillance par le village dans cette cible classée. Donc elle a demandé pourquoi il l'associait avec des démons, à quoi il a dit que Jin avait une chose pour Maria la basse. Pendant ce temps, Mio et Maria, qui écoutaient, étaient surprises d'apprendre qu'ils étaient les pères de la stupidité pour avoir laissé suffisamment de portes ouvertes pour que le clan des héros les poursuive pendant des mois. Mio a dit que cela aurait pu être évident que Yuki était une héros quand elle a annoncé qu'elle était la camarade d'enfance de Bessara, si elle n'avait pas été plus concentrée sur le jeu Rise de Bessara. En s'inquiétant qu'il puisse trahir eux, le sortilège s'est activé, donc elle a commencé à danser comme s'il y avait un rat sous sa jupe. De l'autre côté, Bessara a essayé de convaincre Yuki que Mio n'était rien de menaçant, et c'est pourquoi il la protégeait malgré ne plus avoir ses capacités. Juste alors, Mio a fait une scène et est sortie du restaurant en courant, donc Maria l'a suivi dehors.
Mio a demandé ce qu'elle devait faire étant donné que Bessara l'aide autant, donc Maria a suggéré qu'elle ne devait pas seulement avoir foi en lui, mais elle pouvait aussi apaiser son stress avec ses compétences de service à domicile. Pendant ce temps, Bessara a rappelé à Yuki l'incident qui l'a fait bannir du village il y a 5 ans. Et même si elle prétendait que ce n'était pas sa faute, il ne se sentait pas comme ça. Yuki a tenté de prendre la responsabilité sur lui, mais il a commencé à bavarder sur le fait que Mio était différente de lui, car elle confrontait son passé en face. Quand ils sont sortis, Yuki a dit qu'elle était inconfortable à vivre avec une version mise à jour de la crématorium de Ria. Elle a ajouté que Mio était si faible qu'elle ne serait pas capable de se défendre contre les démons après elle, mais Bazuras a dit qu'il la protégerait sans impliquer le clan. En partant, Yuki a soudainement sorti son épée et chargé derrière lui pour tuer un démon qui est apparu. Elle a révélé que les pouvoirs innés de Mio attiraient des démons errants dans le monde humain, ce qui signifiait qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne soit instructée pour l'éliminer. Elle a promis de ne pas montrer de pitié à eux, même si elle savait qu'il haïrait pour ça. Donc il est rentré chez lui pour expliquer tout cela aux filles, qui pour une raison mystérieuse étaient plus intéressées à savoir pourquoi il avait passé toute la journée avec Yuki. Maria a dit qu'elle pensait qu'il était en train de flirter avec Yuki, ce qui serait un acte qui amoindrirait leur confiance en lui, donc il s'est excusé. Pour renforcer leur lien, elle a emmené tout le monde dans la baignoire en disant que c'était une façon de se sentir à l'aise les uns avec les autres. Elle a continué à dire qu'ils devraient se laver le dos les uns des autres, et Mio a été la première à le faire. Elle a remarqué les cicatrices sur son dos, et pendant qu'elle le lavait, Bazara a essayé de l'arrêter en parlant de nourriture. Mais Maria était loin devant, en apportant déjà un morceau de gâteau. Alors qu'ils discutaient, le gâteau a fini par tomber sur lui et les filles cultivées ont léché le reste de son corps. Il s'est réveillé soudainement d'un rêve à côté de Maria qui lui a dit qu'il imaginait des choses car une fontaine de sang nasal a éclaté dès qu'il a vu leur absence de plan. Elle lui a dit de se débarrasser de ses mains vierges de ses glaces, donc il est descendu pour s'excuser en disant que ce n'était pas intentionnel. Les semaines suivantes à l'école, Neo a remarqué que Bizarra était dans un sommeil profond, ce qui l'a fait lui reprocher son culot. Takigawa a alors dit à Yuki que le professeur de classe voulait la voir et Bisara pour l'aider à organiser les devoirs d'été. Bisara a alors demandé si Mio pouvait attendre pour lui et elle a dit qu'elle le ferait. Mais Yuki lui a dit de partir avec elle, disant qu'elle pouvait gérer le travail elle-même. Cependant, il a dit qu'il devait obéir au professeur, ce qui a fait que Mio imagine qu'ils étaient ensemble, faisant que son sortilège s'active en public et elle s'est effondrée. Lorsqu'il l'a emmenée à l'infirmerie, il a rencontré Kim Kardashian, la sœur infirmière qu'il a appelée le bienfaiteur de riz de l'école, bien qu'il lui ait dit que c'était une mauvaise compréhension. Elle a été appelée dans la salle des professeurs, donc elle a donné à Bizora la clé de la salle jusqu'à ce que Mio se remette. Voyant Mio grimacer de douleur, il voulait aller chercher Maria, mais elle a retenu son bras et lui a dit de rester avec elle pour du soutien émotionnel. Il a ensuite appelé Takagawa, lui disant de l'aider à couvrir pour lui avec Yuki, et il lui a promis. À ce moment-là, Mio se remettait. Il a finalement demandé ce que de sales pensées elle avait qui avait activé son sortilège, mais elle a nié avoir de telles pensées. Ce soir-là, Basara a trouvé Takagawa toujours dans l'école, et lorsqu'il a demandé ce que Tamiya faisait, Basara lui a expliqué la situation avant de le remercier pour avoir couvert son service, lui promettant de le rembourser. Il a demandé où Yuki était, mais Takagawa a révélé qu'elle n'était nulle part à voir. Juste alors, les lumières se sont éteintes et Bizora a remarqué des démons errants qui s'approchaient, donc il a cogné le beau garçon inconscient avant d'invoquer son épée qu'il a utilisée pour vaincre les démons. Au même moment, Yuki confronta Mio sur le toit et lui révéla son identité de héros. Elle ordonna à Mio de laisser Bazura tranquille, mais Mio refusa, disant qu'il était son Onijin personnellement. Yuki attaqua immédiatement, mais elle bloqua facilement avec un bouclier magique et répondit par une attaque de vent puissante que Yuki arrêta sans peine. Elles commencèrent à échanger des attaques magiques puissantes, bien que cela semblât qu'elles combattaient pour Bisara plutôt que pour le conflit entre les héros démons. Yuki prit alors un air sérieux et brisa le bouclier de Mio comme mon ex avait brisé mon cœur. Elle affirma que Bisara avait perdu sa capacité de combat et souffrait chaque fois qu'il brandissait son épée parce qu'il était toujours traumatisé par l'accident où il avait accidentellement pris ses compagnons dans un assaut. Bisara, qui cherchait Mio et espérait la trouver avant que Yuki folle ne fasse le pire, se souvint qu'il avait un traceur GPS, donc il utilisa le sceau magique pour la localiser. Sur le toit, Yuki était sur le point de découper Mio en morceaux quand Bisara apparut et commença à les blâmer. À ce moment-là, une quatrième partie apparut et demanda pourquoi Bisara se battait si fort, qui était le protagoniste de Lana. Le homme masqué révéla également comment Maria et Bisara chassaient les démons chaque nuit tandis que Mio dormait paisiblement. Cependant, Bisara se mit à les interrompre avec une attaque qui l'envoya voler loin. Maintenant, Mio voulait une explication, donc le homme masqué expliqua qu'il combattait les démons errants attirés par ses pouvoirs afin que la famille des héros ne la considère pas comme un sujet d'élimination. En l'entendant, Mio se sentit mal seulement pour le dieu masqué qui la qualifia de faillite qui devrait simplement céder le pouvoir du seigneur des démons.
Il fit ensuite apparaître un démon rongeur derrière Mio, mais lorsque Bisara sortit son épée pour la défendre, il lui rappela ses pouvoirs effrayants, donc il arrêta son épée et utilisa son corps comme bouclier humain au lieu de ça. Bazara s'affaiblissant de ses blessures, le homme masqué nommé Lars moqua son côté doux, mais une Yuki enragée dispersa le démon et se prépara à l'attaquer. Mais il esquiva chacun de ses coups et lui dit de se concentrer sur son amour meurtri qui perdait du sang. Lars dit aussi à Mio que sa décision de rester dans le monde humain continuait de mettre la vie des gens en danger. Cependant, il lui proposa un marché avant de disparaître dans un portail. Ils ramenèrent ensuite Bisara chez lui et réussirent à sauver sa vie. Mais Mio continua de réfléchir aux mots de Lars qui la poussèrent à aller prendre l'air. Quand Bisara se réveilla, Maria s'excusa pour ne pas être arrivée à l'heure, puis elle loua sa capacité à se remettre rapidement. Il demanda si Mia allait bien et Maria dit qu'elle était probablement en train de se reposer dans sa chambre. Cependant, elle cria fort et quand Bisara arriva, elle lui annonça que Mio était disparu. Bisara alla la sauver. Cependant, Maria était contre cela car il était encore blessé, mais il finit par convaincre qu'il allait bien. Dans la forêt, Mio libéra son aura démoniaque pour attirer Lars, car elle préparait de s'en occuper. Elle dit qu'il devait la faire soumettre avant de lancer une tornade de feu sur lui, suivie d'autres attaques qui l'épuisèrent seulement pour lui sortir indemne. Elle fit ensuite apparaître une balle de feu pour continuer l'attaque, mais Lars lui dit qu'il avait brûlé la maison de Bisara si elle continuait à jouer le rôle d'Azula. Elle se rendit alors compte qu'elle devait se soumettre pour protéger Bisara, donc il lia son bras et ouvrit un portail vers le royaume des démons, juste pour que Yuki apparaisse soudainement. Elle transforma alors sa tenue en armure de guerrière jurant de venger Bessara, mais toutes ses attaques furent bloquées par un champ de force protégeant Lars. Elle passa ensuite à une attaque chargée pour briser sa barrière, donc il dut esquiver son prochain coup en sautant sur un terrain plus élevé, où il libéra ensuite un puissant sort qu'elle eut juste à peine le temps d'esquiver. Il conjura plus de boules qui finirent par l'encercler avec le temps, la fatiguant tant qu'elle pensait aux exploits de Bisara du passé. Lars alors invoqua un météore et était sur le point de la fracasser avec celui-ci lorsque Basara arriva avec son épée et la coupa. Il utilisa la compétence Banishing Shift pour déchirer l'attaque gigantesque et réussit à l'envoyer dans une autre dimension, après quoi il immédiatement attaqua Lars en succession rapide jusqu'à ce qu'il l'accepte comme un adversaire digne d'être éliminé. Lorsqu'il attaqua avec ses petites boules, Basara les comptait pour créer un nuage de fumée qui lui permit de frapper Lars par surprise, qui vivait grâce à son champ de force auto-actif. Il comprit rapidement les limites de Basara, donc il passa aux attaques physiques qui ne pouvaient pas être contrées par son épée. Mais Maria arriva pour lui donner un coup de poing si violent qu'il vola en arrière, permettant à Bisara de lancer des attaques folles jusqu'à ce qu'il disparaisse. Une fois que tout fut calme, Maria pleurait tellement qu'elle attira l'attention de Visara, ce qui lui permit de ne pas remarquer le démon qui l'avait piqué derrière. Cette scène fit exploser les pouvoirs de Mio qui commença à détruire tout autour d'elle avec une force gravitationnelle. Vezora tenta de la raisonner, mais elle dit qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour contenir ses pouvoirs hérités. Elle lui demanda de la supprimer de l'existence avant de détruire le monde humain. Cependant, il refusa et fit un discours sur la nécessité de rester ensemble en famille. Il sortit alors son épée en se concentrant sur l'effacement de sa magie uniquement, ce qu'il réussit et qui permit de la sauver en même temps. Le lendemain, Yuki arriva chez eux et demanda à voir Basara, mais Maria prétendit qu'il dormait après s'être donné trop dur. Yuki lui donna un médicament avant de partir malgré l'invitation à entrer. En rentrant chez elle, elle réalisa que Bisara pouvait maintenant contrôler ses pouvoirs, ce qui signifiait qu'il était prêt à affronter son passé. Les jours passèrent et grâce à la médecine de Yuki, Bisara put reprendre l'école et la première chose qu'il fit fut de monter sur le toit pour rencontrer Takagawa, demandant s'il allait bien. Il pensa que Bisara faisait référence au chevalier lorsqu'il lui donna un coup de coude à l'école, mais Bisara dit qu'il se souvenait avoir coupé quelque chose de lui quelques jours auparavant. Il essaya de feindre l'ignorance, mais lorsque Bisara l'attaqua, il esquiva et révéla qu'il s'agissait en réalité de Lars. Il se prépara alors à un affrontement, mais Basara dit qu'il préférait négocier plutôt que de combattre. Il expliqua que puisque Lars devait surveiller Mio jusqu'à ce qu'elle se réveille, c'était mauvais signe si le nouveau seigneur des démons apprenait qu'il avait échoué. Il suggéra qu'il feigne que rien ne soit arrivé afin que le nouveau seigneur des démons ne dépêche quelqu'un plus fort. Mais lorsque Lars demanda pourquoi il lui faisait confiance, Basara prétendit qu'il aurait pu gagner la bataille précédente s'il avait été sérieux. Lars décida de jouer son jeu car cela lui était favorable, mais avant de partir, Bessara demanda s'il savait qui avait grillé le parent adoptif de Mio, à quoi il répondit qu'il s'agissait d'un démon puissant appelé Xolja. Quand il partit, Mio arriva et dit qu'elle voulait remercier pour avoir sauvé sa vie, donc elle se prépara à l'embrasser. Cependant, avant qu'elle puisse poser ses lèvres sur les siennes, Yuki la tira en arrière en disant qu'elle ne devait pas tomber dans sa séduction démoniaque.
Elle lui donna un déjeuner emballé et quand Maria arriva, elle transforma la scène en concurrence en disant que Mio devait le nourrir pour gagner Yuki. Pendant qu'ils discutaient, le maléfice de Mio activa donc. Maria commença à parler des différentes façons dont il pourrait la soulager. Cependant, le sujet intrigua Yuki beaucoup et lorsqu'elle apprit qu'ils avaient un contrat maître-esclave, elle paniqua en disant que Bizarra appartenait à elle. De son côté, Ojin semblait préparer quelque chose en secret et cela ne semblait pas favoriser Bessara. Le lendemain, Maria réveilla Bessara qui était sous elle et cela prit un moment avant qu'il comprenne ce qu'elle faisait. Il s'avéra qu'elle était complètement sans plan et prenait son temps pour teckeler quelqu'un qui n'était pas de son type. Donc il lui tapota la tête et lui dit de partir avant qu'il fasse quelque chose qui rendrait Ritu le guérisseur pédé. Il descendit ensuite pour utiliser les toilettes, mais trouva Mio dedans. Bien sûr, elle était sur le point de crier quand il lui couvrit la bouche comme à l'accoutumée, mais ils glissèrent tous les deux et tombèrent dans une position confortable. Donc elle laissa tomber comme une cheval. Elle essaya de le blâmer, mais il argumenta qu'elle n'avait pas mis le signe des toilettes. Cependant, Mio ne croyait pas à ses mensonges. Une fois qu'il l'expliqua correctement, il était clair que quelqu'un avait enlevé le signe. Mais elle était tellement furieuse qu'elle l'électrocuta en espérant réveiller ses cellules cérébrales mortes qui ne comprenaient pas la vie privée. Tandis qu'il se lavait dans les toilettes, Yuki apparut de nulle part et agit comme si tout allait bien malgré qu'elle soit pratiquement nue. Bazara était assez inconfortable avec elle autour de lui car il ne voulait pas qu'elle voie son bébé Johnny. Cependant, elle prit ombrage en disant qu'elle devait se baigner avec lui car Mio avait eu sa chance, donc elle enleva son peignoir et força son obéissance. Pendant qu'elle le lavait, Mio se tenait à la porte pour s'excuser pour son surréaction à l'accident glissant qui l'avait fait attraper les attributs de Mio. Cette nouvelle irrita Yuki qui ne voulait pas que Mio lui joue un tour. Malheureusement, Mio remarqua un uniforme féminin et demanda qui l'avait acheté. Donc Bessara désespérément mentit en disant qu'il imitait Lomax, mais elle entra pour le surprendre en flagrant délit. Elle était sur le point de le gronder, mais son maléfice activa. Donc Maria arriva avec une caméra prête à tirer des photos pour gagner de l'argent sur eux avant que Bessara ne l'expulse immédiatement, craignant qu'elle ne perde le contrôle. Plus tard dans la journée, il emmena Takagawa déjeuner dans un restaurant coûteux et prétendit qu'il rembourrait une dette. Alors qu'il dégustait le barbecue parfaitement grillé, Takagawa demanda si son père était célèbre dans le monde des démons. Donc quand il demanda si son père était célèbre dans le monde des démons, Takagawa expliqua que Jin était si fort que le précédent seigneur des démons avait arrêté la guerre pour éviter de le combattre. Takagawa ajouta ensuite que les démons envoyeraient des renforts pour le rejoindre pour observer Mio, qui pourrait avoir déjà réveillé ses pouvoirs de seigneur des démons, donc leur trêve ne durait peut-être pas longtemps. Il était sûr de révéler que les renforts pourraient être beaucoup plus forts que lui, donc il devait utiliser pleinement le contrat maître-esclave avec Mio, car cela non seulement évitait la trahison, mais pouvait aussi rendre les deux parties plus fortes. Tandis qu'ils discutaient, Kim arriva et demanda de les rejoindre et bien sûr, ils ne purent pas dire non. Elle dit qu'un mec qu'ils avaient modelé sur King Kong flirtait avec elle, donc elle devait quitter son poste réservé avant de perdre son appétit. Après avoir mangé leur plein, Bizarre et Kim marchaient vers chez eux quand elle révéla qu'elle avait entendu leur conversation sur les démons, mais il dit qu'ils parlaient d'un nouveau jeu. Il ajouta que même si c'était un jeu, il devait être sérieux et c'est alors qu'elle l'embrassa si fort qu'il se retrouva expliquant sa situation familiale complexe avec Mio et Maria, ainsi que ses pouvoirs effrayants. Elle finit par lui donner des conseils et un baiser sur la tête, après quoi elle murmura une incantation mais dit qu'il s'agissait d'un talisman de bonne chance. Quelques jours plus tard, Lars accueillit ses renforts, un monstre stylé appelé Valga. Il était sûr de chercher Mio immédiatement, mais Lars lui dit que la famille des héros était également en mouvement, donc il devait être prudent car leur tête roulerait si quelque chose arrivait à Mio. Malgré l'avertissement, il partit immédiatement, tandis qu'un autre démon travaillant pour Zolja apparut immédiatement après. Il reconnut qu'il s'agissait de Zest, la femme de confiance de Zolja, mais elle fit comprendre qu'elle n'était pas là pour être ses renforts. Au lieu de ça, elle avait une mission spéciale qui nécessitait son coopération. Ce soir-là, Bazara demanda à Maria la vérité sur le contrat qu'elle avait conclu avec Mio. Donc elle avoua qu'il devait s'assurer que le pouvoir du Seigneur des démons ne tombait pas entre de mauvaises mains, et c'est pourquoi il était important de pouvoir localiser Mio à tout moment. Voyant que le contrat était si important, Baisera renonça à le retirer pendant la prochaine pleine lune, donc Maria prit sur elle de les aider à cultiver la confiance. Elle finit par le faire regarder un film sexuel qui le transformerait d'un innocent vierge à Nick Cannon. Bien qu'il prétende ne pas être intéressé, il regarda jusqu'au bout et même commença la deuxième partie avec Maria. « Tu peux le faire ». Là, elle lui fit comprendre l'importance d'être ferme avec Mio, mais Mio arriva inopinément et détourna le petit démon pour être puni. À la même heure dans la ville, un démon de Five Nights at Freddy's avait presque attaqué une femme mais avait été vaincu par un groupe de héros. Ils affirmèrent que les anciens du village avaient lié promu Mio de sujet d'observation à celui d'élimination.
Le lendemain, à l'école, certains seniors dirigés par un type laid voulèrent savoir comment il avait réussi avec Yuki et Mio, mais avant qu'ils puissent ne le harceler, ils furent interrompus par un professeur. Une fois qu'ils s'en furent allés, Yuki arriva en disant qu'elle avait appelé le professeur pour sauver son cul. Elle demanda s'il avait des plans pour le week-end et quand il dit non, elle lui proposa un rendez-vous tandis que les autres héros regardaient et se demandaient quand Yuki avait grandi en testostérone. Le lendemain, Bessara et Yuki sortirent ensemble dans un centre commercial où une vente enthousiaste voulait que Yuki essaye chaque article. Juste à ce moment-là, Bessara sentit une présence qui les observait mais il l'ignora. Mio apparut également inopinément et prétendit qu'elle et Maria étaient en train de faire des courses quand elle l'avait vue. Bien que Bessara n'ait aucun problème avec sa présence, Yuki était visiblement furieuse. Elle s'approcha alors de Mio et lui demanda de l'aider à choisir des vêtements, ce qu'elle fit volontiers tandis que Bessara regardait comme un père fier. Mio fut vite furieuse d'apprendre qu'elle aidait Yuki à préparer son prochain rendez-vous, mais avant que Yuki puisse parler, Kurume l'emmena loin. Dehors, Bessara et les autres tentèrent de la joindre, mais elle ne répondit pas, ce qui fit que Bessara souhaitait qu'il ait conclu le contrat maître-esclave avec elle, car il aurait pu facilement l'utiliser pour la localiser. Alors qu'ils s'inquiétaient pour sa sécurité, ils remarquèrent un sortilège de protection suivi d'une attaque de vent que Bessar leur permit de détourner. Pinklip Stalga apparut comme un ours en peluche animé et appela Mio une faible qui gaspillait le pouvoir du seigneur des démons. Sa présence fit que Bessar supposa que l'absence de Yuki était due à lui et il accepta volontiers la responsabilité, ce qui fit que Bessara bondit vers lui en colère, mais Volga avait des bras d'acier impénétrables. Il frappa Bessara qui esquiva, mais fut quand même projeté loin par la pression de son coup. Il descendit prêt à lui faire des cuisses de dinde, donc Mio lui envoya quelques flammes faibles, suivies d'un puissant coup de poing de Maria, mais Pro ne broncha même pas avant de la repousser avec mépris. Quand Bessara la rattrapa, il lui envoya de l'air pressurisé, donc ils durent esquiver ses coups de poing indésirables. Pinklip Stalga Ugly libéra ensuite un attaque chargée sur Mio, mais Bessara la dévia avec son épée, ce qui l'impressionna tellement qu'il chargea sa droite comme un super wanker. Cependant, il fut gelé derrière et fut pulvérisé en morceaux de glace par Takashi le héros. Bazara remarqua également Shaiba, un héros rusé avec des yeux fins qui prétendit qu'ils avaient ordre d'éliminer Mio. Takashi reprocha à Bessara de prendre parti pour un démon et il fut même attaqué par Kurume qui l'appela un traître à la famille des héros tout en révélant qu'ils avaient Yuki en leur possession. Ils lui firent de comprendre qu'il n'était plus leur camarade, donc ils ne hésiteraient pas à le liquider s'il interférait avec leur mission. Quoi qu'il en soit, face à cette menace, Bessara tenait son épée prête à combattre tandis que Kurume préparait à attaquer. Mais alors, Shuba détruisit la barrière isolante comme du verre et leur dit de se calmer. Il dit qu'il serait faux de détruire la ville, comme le font généralement les Justice League, donc s'il préparait un espace spécial pour eux où ils pourraient se combattre dans une semaine. Cette nuit-là, Bazar rapporta à son père ce qui s'était passé et lui dit d'être prudent avec Shiba car le détraqué surpuissant était un psychopathe déchaîné, enfermé dans la ville des héros jusqu'à récemment. Il lui dit aussi de ne pas baisser sa garde lorsqu'il combattrait Yuki, mais Bezaro voulut savoir pourquoi il l'encourageait à aller contre le village. Donc Jin expliqua qu'il s'en fichait car ils étaient chassés du village. Les jours passèrent, l'équipe passa son temps à s'entraîner pour améliorer l'efficacité de Maria en combat, tandis que Bessara prenait son temps pour montrer à Mio pourquoi une brassière était plus forte que ses pouvoirs. Pendant qu'il reposait, il lui avertit de l'épée glacée de Takashi, Dako qui abritait un gardien de bêtes. Mio pensait que la situation n'était sans espoir, mais Bazara prétendit qu'ils avaient une chance s'ils contrôlaient la direction du combat. Cela était parce que Bako était un esprit de l'Ouest, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas attaquer en direction de l'Ouest. Kurume, de son côté, était une sorcière qui pouvait combattre autant qu'elle le voulait, sans dépenser sa propre magie. Heureusement, elle ne pourrait accéder qu'aux esprits du vent, car Bako était présent dans la région. Ailleurs, Kurume reprochait à Yuki d'être attachée à Mio malgré le fait qu'elle soit la cadette. Elle lui rappela comment elle avait travaillé dur pour être reconnue par le village et se demanda pourquoi elle gaspillait son temps sur un traître. Takashi était également impatient de combattre Bessara, son ami d'enfance qu'il haïssait après que ses pouvoirs aient effacé leurs amis de l'existence. Ce soir-là, Maria servit à Bessara du thé tout en étant habillée comme si elle avait d'autres projets. Oh mon Dieu, elle suggéra qu'il devait faire davantage pour dominer Mio car le contrat l'aiderait à grandir. Cependant, il ne l'accepta pas, disant qu'il voulait développer la confiance avec elle d'une manière plus décente car il était maintenant son propre Echan. Comme il ne voulait pas le faire avec Mio, elle se rapprocha de lui en disant qu'il pourrait la rendre plus forte en laissant sa salive lubrifier son corps. Malheureusement, Mio apparut à leur fête, donc Maria essaya intentionnellement de la rendre furieuse, mais elle se contrôla suffisamment pour que le maléfice ne s'active pas.
Au lieu de ça, elle dit qu'elle ferait ce qu'elle devait pour devenir plus forte, donc Pae-Sora n'avait pas besoin de retenir ses coups. Ils entrèrent ensuite dans la chambre où Maria leur donna même une tasse de sirop d'érable pour rendre les choses plus agréables. Le lendemain, à l'école, il se joignit à Takagawa sur le toit, mais il semblait savoir de leur bataille avec la famille des héros, avec Opezara lui en parlant. Il demanda de connaître le lieu, mais Basara dit que c'était la famille des héros qui choisissait. Takigawa dit qu'il pourrait interférer avec la bataille si la vie de Mio était menacée, et cela signifiait qu'il devrait éliminer Yuki aussi. Avant de partir, il dit à Basara de s'assurer qu'il gagne pour qu'il n'ait pas à intervenir. Mais Basara lui dit aussi de préparer le pire s'il attaquait Yuki. À l'école, Basura fut approché par Yuki qui lui dit de se retirer de la bataille pour éviter la colère du village. Cependant, il promit de protéger Mio coûte que coûte. Alors, elle revint et annonça le lieu de la bataille. Lorsqu'elle partit, il la retint et lui donna la clé de sa maison, disant que la bataille ne serait pas la dernière fois qu'ils se verraient. Ce soir-là, les deux camps se rencontrèrent au lieu désigné où la bataille aurait lieu. Pour commencer, Takashi et Mio combinèrent leur magie pour créer un espace neutre isolé, dépourvu d'humains et de voitures, et même Shuba fut transporté dans le monde normal pour ne pas interférer. Takashi signala l'attaque, causant à Basara de se mesurer à lui, tandis que Maria et Mio attaquèrent Takashi avant qu'il ne tombe. Kurume utilisa sa capacité de vent pour propulser Bisara très haut dans le ciel, lui donnant l'avantage pour qu'elle puisse utiliser le momentum pour un wind slam sur le sol. Mais il se transforma en freaking Machine Man pour absorber l'impact de la chute, voyant qu'il avait un contre-mesure pour ses attaques, signifiait qu'elle était sa cible, mais elle prétendit qu'il devait avoir des écrous cassés pour lui défier seul. De l'autre côté, les filles attirèrent Takashi dans un magasin sombre où elles essayèrent de le distraire en lançant des objets aléatoirement dans sa direction avant que Mio lance une attaque surprise qui le repousse, suivie d'un superbe combo. Il prit un air sérieux et frappa son bâton contre elle, mais elle le prit comme une bitch expérimentée. Cependant, elle sous-estima la situation et Takashi put activer Dako à courte portée, ce qui la repoussa. Alors qu'il vantait ses prétendus stratagèmes, Mio apparut derrière lui pour contrôler l'eau dans les tuyaux. Dehors, Basura continuait de jouer avec Kurume qui pensait être la dernière bender d'air alors qu'elle flottait dans les airs. Vésorus se mit soudainement derrière elle et attaqua avec le revers de son épée, mais elle bloqua et frappa Takashi contre le mur en colère. Voyant qu'elle ne plaisantait pas, il prit un air sérieux et tourna la pointe de son épée pour annihiler ses attaques et même limiter son accès aux esprits en même temps. Il l'attaqua ensuite comme une poupée pignata volante, mais lorsqu'elle tomba vers sa mort, il la rattrapa avant qu'elle ne tache le sol de sang. Lorsqu'ils atterrirent, elle rougit comme une tomate trop mûre et dit à Basara de ne pas sous-estimer sa force. Cependant, le Rizzler loua sa force croissante. Tout à coup, Yuki apparut sans émotion et chargea vers Basara avec une telle vitesse, mais il se tenait et laissa son visage se reconstruire. Elle l'évanouit ensuite avec un élixir qu'elle prétendait l'endormir pour toute la journée avant de partir. De l'autre côté, Mio utilisa beaucoup de magie pour capturer Takashi sous l'eau. Cependant, cela ne suffit pas car il draina tout en quelques secondes pour révéler que Baeko pouvait aussi contrôler le vent. Il fit ensuite un trou dans le toit, pensant avoir éliminé les adversaires avec l'attaque, mais les filles réussirent à s'enfuir dans la ville. Il les poursuivit et lorsqu'ils échangèrent des attaques, Yuki attaqua soudainement Basara avec ses coupes de vent. Il lui dit qu'il ne hésiterait pas à l'inactiver si elle interférait, mais il voulait aussi savoir pourquoi elle soutenait Bizarra après ce qu'il avait fait dans le village. Elle lui dit qu'elle ne l'avait pas oublié, mais ce qu'il faisait ressemblait plus à répéter la tragédie de blesser leurs amis. Ils commencèrent alors à se battre et Mio voulut aider Yuki, mais Maria l'arrêta, disant qu'elle était encore plus faible qu'un PNJ, donc elle devait jouer son rôle de fameuse inutile en motivant Bizarra inconsciemment. Tandis que Kurume prenait soin de Bizarra, elle était occupée à fantasmer sur ses traits virils quand elle remarqua qu'il était toujours traumatisé par les événements passés. Lorsque Mio est arrivée, elle lui a dit que sa mère était arrivée et a ignoré sa présence en se concentrant sur Bizarra qui était toujours inconscient. Elle a commencé à secouer Bizarra pour le réveiller, mais l'homme était occupé à rêver de son passé dans le village. Avec la puissance de l'amitié, elle est apparue dans son inconscient et a utilisé ses intrigues pour étouffer jusqu'à ce qu'il se réveille dans le monde réel. En même temps, Takashi insouciant profitait de deux filles en même temps avec son bâton long. Malgré cela, Yuki canalisa la motivation de ses souvenirs d'enfance avec Basara et chargea vers Takashi, qui la repoussa comme une poupée légère. Il suivit prêt à la finir, mais Basara arriva à temps. Il lui demanda pourquoi Takashi battait Yuki, qui était censé être son ami d'enfance, mais Takashi dit qu'il l'avait prévenu de cesser de jouer le rôle de sa waifu, Saber du cycle Fate. Takashi s'apprêtait à attaquer, mais Basara abaissa son épée comme s'il avait un plan.
Quand Takashi attaqua, il évita ses coups comme s'il était un amateur attendant patiemment jusqu'à ce qu'il disparaisse soudainement et augmente sa vitesse au point que Takashi ne pouvait plus le suivre. Après un moment, Byaku refusa de bouger plus, ce qui était parce qu'il avait senti que Takashi était en danger. La lance commença à briller, donc Pisora l'attaqua de nouveau en la stimulant davantage, ce qui fit réagir Byakko et les envoya tous les deux voler. Il se manifesta ensuite sous sa forme naturelle, celle d'un monstre gardien qui ne s'attaquait que si nécessaire. Pour briser la barrière qu'il avait créée, Yuki proposa de s'associer à Basara malgré le fait qu'elle venait de perdre contre Takashi. Elle réussit à convaincre Basara de le faire avant de charger ses lames pleines d'intention et d'utiliser toute sa force pour briser la barrière, ce qui fit que Byakko tenta de l'avaler, mais Basara utilisa le navire de l'exil pour disperser le monstre dans l'au-delà. Après le combat, Takashi lui dit de le tuer, mais Basara refusa, donc il commença à lui reprocher de montrer son technique de malédiction autour. Alors Mio Bullet claqua la bête blonde pour parler et révéla que Basara combattait constamment des PTSD chaque fois qu'il voyait l'épée. Basara leur dit de se faire discret puisqu'il avait gagné et Shiba apparut pour ordonner à son équipage de rentrer chez eux. Il annonça que leur mission avait été suspendue car il avait laissé Bako hors de contrôle, donc ils devaient se tenir tranquilles un moment pour apaiser les autres esprits. Malgré cela, Takashi continuait à agir comme un capricieux, donc Shiba a dû le terrifier avec un regard de son œil méchant. Il lui dit aussi à Bessara de se retirer quand il essayait de retenir Yuki, donc ils durent partir avant que Shiba ne fasse quelque chose d'inattendu. Plus tard, ils se rendirent à l'école où Bessar et Mio regardèrent la place vide de Yuki en classe. Les amis de Mio interrompirent ses pensées et lui demandèrent pourquoi elle pleurait Yuki juste parce qu'elle avait manqué quelques jours d'école. Elles lui proposèrent aussi de lui parler si elle était dérangée, mais elle sourit simplement et les remercia. Quand elles sont rentrées chez elle cet après-midi-là, elles passèrent par le lieu du précédent combat qui les rappela de nouveau à Yuki. Quand elles sont arrivées chez elle, elles virent qu'elle se dirigeait vers sa deuxième maison. Le réfrigérateur ne trouva Yuki qui cuisinait dans la cuisine. Il lui demanda pourquoi elle n'était pas dans le village, alors elle expliqua que les anciens avaient rétabli Mio en tant qu'objet d'observation régulière. Quand il lui demanda si le village avait pardonné, elle dit que leurs actions étaient influencées par un appel de Jin. Mais cette nouvelle inquiéta Bizarre car son père avait peut-être conclu un marché avec les anciens du village pour le sauver. Il l'étreignit fermement, alors elle essaya de lui embrasser le visage, mais Mio arriva et gâcha le moment spécial. Voyant Mio, Yuki attrapa Basara et lui dit à Mio de se taire car elles allaient développer un plot ensemble. Cela l'énerva car elle prétendit que Yuki n'avait même pas le droit d'être dans leur maison. Maria apparut ensuite et quand Mio lui demanda qui avait permis à l'homme voleur d'entrer dans leur appartement, elle dit qu'elle pensait que c'était la bonne décision car elle s'inquiétait pour lui. Yuki révéla ensuite qu'elle avait le droit de partir avec eux, ce qui était une nouvelle importante, donc elle expliqua que surveiller Mio serait plus efficace ainsi. Maria annonça ensuite qu'elle avait organisé une fête pour accueillir Yuki dans leur harem familial. Cependant, quand elles sont arrivées dans la salle de réception, elle joua une vidéo de Bessara lubrifiant les intrigues de Mio qui semblait avoir explosé en pleurs. Mio éteignit rapidement la vidéo embarrassante pendant que Bessara demandait quand elle l'avait filmée, donc elle expliqua que c'était une tradition de filmer les événements sportifs. Mio hurla à Mio de ne pas poster ça sur son compte haute, même en la strangulant pour s'assurer qu'elle comprenait. À la même fois, Yuki ôta son chemisier et était sur le point de demander à Bessara de faire des merveilles avec ses intrigues. Donc Maria était sur le point de sortir sa caméra quand Mio la saisit par le cou de manière effrayante. Yuki voulait continuer à se déshabiller, mais même quand Bizarra l'arrêta, Maria apparut pour recommander qu'elle utilise du chocolat au lieu de sirop d'érable. Les choses calmèrent rapidement, permettant à l'équipage d'expliquer que la condition de Mio était une conséquence du pacte maître-serviteur qu'ils avaient signé. Yuki semblait savoir que le pacte avait des fonctions GPS et augmentait leur force, donc Maria tenta de présenter Mio autrement qu'en tant qu'une pute, mais la fille aveuglée par l'amour faisait un mauvais travail en rougissant embarrassée. Maria suggéra ensuite que Yuki forme aussi un pacte, ce qui provoqua une colère, mais Yuki accepta volontiers. Le lendemain, tout le monde murmura derrière Bizarra qui avait Yuki et Mio marchant à ses côtés. En se disputant son attention en appuyant leurs intrigues contre lui, Maria les observait avec tant de joie comme si elle se nourrissait de leurs désirs. Elle entendit alors une voix qui l'instruisit de se retrouver derrière l'école et elle accepta. Dans la salle de changement, Yuki traînait sur les intrigues de Mio de taille melon et les comparait à ses pêches, tout en se souvenant de la théorie de Maria selon laquelle les siennes pouvaient grandir si elles étaient caressées. Mio nota son sourire, mais elle dit qu'elle était impatiente de la cérémonie chargée avant de partir.
Tandis que Bessar changeait en classe, Takegawa remarqua ses cicatrices de combat et demanda si elle utilisait celles-ci pour séduire les filles car son village pouvait les guérir. Il dit que pas toutes les cicatrices méritaient d'être guéries, tout en remarquant Maria qui traînait autour de l'école comme Dora l'exploratrice. Donc il supplia Takegawa de le couvrir avant de partir pour empêcher Maria. Pendant ce temps, Maria était arrivée dans sa classe et était sur le point de flairer son siège comme une dégénérée, mais Beisara apparut et lui frappa la tête avant de demander ce qu'elle comptait faire avec son bureau. Elle dit qu'elle aurait pu placer un sort qui ferait que les filles frotteraient leurs intrigues contre son bureau, ce qui fit que lui hurle. Elle suggéra ensuite qu'il vérifie par Mio qui pourrait être en danger et pour une raison quelconque, le garçon stupide accepta de l'accompagner. Ils arrivèrent bientôt aux toilettes féminines où Maria voulait qu'il examine soigneusement le lieu, mais comme il hésitait, elle sentit une présence qui la mit en alerte. Donc ils coururent tous les deux jusqu'au toit pour se préparer à une attaque ennemie seulement pour trouver un couple en train de s'embrasser. Maria emmena ensuite Bessar dans le couloir en se plaignant de ce demi-rêve romantique qu'il n'avait pas besoin de déshabiller pour. Ensuite, elle le fit aller dans la salle de changement des filles pour inspecter également potentiellement des pièges par l'ennemi. Lorsqu'elle trouva le casier de Mio, elle sortit ses sous-vêtements et les porta sur lui comme une couronne pour le roi des dérangés. Mais juste à ce moment, ils remarquèrent les élèves qui revenaient, dont Maria les força à se cacher dans le casier de Mio. À l'intérieur, Basara se plaignit qu'il était trop serré. Cependant, Maria ne s'en soucia pas car elle commença à se déshabiller pour profiter de cette rare opportunité. Mio ouvrit ensuite son casier et fut silencieuse devant les deux harceleurs, donc elle dut verrouiller avant de mentir à ses amies collantes qui furent littéralement obligées de partir. Mio dit ensuite au couple de casier qu'ils avaient 5 secondes pour se vêtir avant qu'elle ne les brûle avec ses flammes, donc ils sortirent comme des familles déçues sans vergogne. Une fois dehors, Basura s'excusa auprès de Mio et dit qu'il s'excuserait aussi auprès de Yuki, mais Mio se生气了。这里需要一个和刷的发语单词，表示生气或愤怒。奇闹地对 Yuki 提到时，这让他诅咒忌祸。当他到下时 ，Basura 正准备采取行动，但 Maria 命令他尽可能粗暴，因为这是一个让他们边疆的罕见机会。他甚至恳求他这样做，所以他们不得不把他移到洗手间。首先把 Sarah 打开了水龙头，水溅在繆超敏感的身体上，即使在他开始对他工作之前，他就已经发出快乐的声音了。然后他在他的用意下面释放了水龙头，导致诅咒标记发光。之后他隐披贝尔谈到。放学后 ，Yuki 遇到了在寻找 Maria 的 Basara 和 Mio。当他问为什么 Maria 在学校时，他们变得慌乱并迅速转换话题。Basara 请求 Yuki 和 Mio 回家，而他同意了。当他收拾东西时，他告诉他很兴奋能签订契约，但 Mio 不想让他再说一个字。当 Basara 寻找 Maria 时，他注意到他和 Takagawa 会面，所以他快速跑过去跟踪他们，但最终在大楼里撞上了 Maria。走在回家的路上，他问为什么他和 Takagawa 谈话，他回答说他迷路了，不得不向一名学生询问方向。他的谎言如此可信， Basara 并没有怀疑，只是责备他总是制造麻烦。走在回家的路上，他突然请求他握住他的手，他顺从了。与此同时，在恶魔节 ，Zes 向 Solgia 展示了 Mio 的活动片段，包括他与 Basara 的私人生活。兔儿爷爷注意到 Basara 消除某人的魔法，这让 Solgia 感兴趣。他希望他的丑陋面容诅咒能够被消除。他让 Zest 立即推进他们的计划。那天晚上，他们准备进行仪式，但 Basara 更关心那些大半像激怒的女孩们。Yuki 看起来像一个马戏团表演者，说他不想输给 Mio， 而 Maria 则说他不想让 Yuki 感到孤独。Yuki 然后请 Basara 看他，但他闭上眼睛，从这个怪物中一开始先，并告诉他改变。然而，当他威胁要脱衣服时，他别无选择，只能睁开眼睛。他们开始了仪式，是会杖出现在 Basara 的手上，但 Yuki 拒绝亲吻他，因为他想像 Mio 一样被诅咒。一旦封印消失，他尖叫着不向 Basara 等待被征服。在 Maria 的一点说服下 ，Basara 开始了魔鬼的工作，而 Maria 兴奋地记录了一切。Mio 别无选择，只能观看这一切。更糟糕的是 ，Maria 直播了这一切，以便他能更好的观看。第一轮结束后 ，Maria 建议他们切换场景到浴室，但这次 Mia 将会陪同他们一家抢家庭后宫的纽带。在浴室里洗脑时 ，Zestu 希望有人也能玩弄他的快乐之地，所以他很快离开了。
第二天在学校 Mio 和 Yuki 现在比以前更有默契，所以 Mio 的朋友们感到被冷落，球传给了 Basora， 他显然无法很好的使用双手，所以 Takigawa 必须道歉。一起注意到女孩们现在是最好的朋友， Takigawa 赞扬了他的训练技巧，但被 Sarah 感到尴尬，他去找 Kim 给他包扎伤口，并说他也可以用不同的方法治愈他的痛苦。他还问他是否克服了 PTSD， 然而他的回答表明他仍然有恶魔要战斗。他开始给出不请自来的建议，就像他是他的妈妈一样。然而巴耶苏拉容忍他，因为他是一个满分式的。在他离开时，他装上了 Mio 的路法朋友，问他是否在和 Mio 交往。当他回答说没有时，他向他发起进攻，说他想体验他通常对 Mio 做的事情。他开始哄摸他，甚至把他推倒在地板上。但在他要给 Bisara 下口时， Mio 和 Yuki 出现了。 Mio 立刻逃跑，以免他的诅咒激活，而 Yuki 攻击那个2块钱的贱人，后者用后空翻躲过了他的攻击。看到女孩能看见他的魔法剑， Yuki 假定他是被恶魔附身。他让他找到 Mio， 因为他的诅咒可能已经激活，而他则处理那个绿色的贱人。当 Yuki 走近他时，他的朋友从后面出现，以为他们已经把 Yuki 围困住了，但这并不是事实。外面 Mio 跑走了，想着刚才看到的场景，这让他诅咒激活。Maria 然后出现了，这是 Zes 让他睡着了才现身。Vesaura 出现并冲向他们，然而 Zes 把他们带走了，阻止了他去消魔法。他然后试图通过契约搜索 Mio， 但只能定位到 Yuki。我们看到了 Mio 和他的养父母在一起的时间，这被 Zulja 的到来破坏了。他切碎了他父亲的手指，他在旁边看着，然后他让他像气球一样爆裂，接着烧烤了他的母亲以及整个房子。醒来时，他在一个废弃仓库里。Maria 解释说，他救了他免于火灾，并透露自己是恶魔，也是恶魔之王的女儿。在现在 Mio 被所联邦在Solja 的城堡里，被 Zest 接待，后者为迷惑他的朋友们将他鼓励与 Vesara 一时沾沾自喜。Solja 也出现了，透露虽然他对恶魔之王忠诚，他也想要他的力量以及他的身体。Mio 对他大喊，承诺要为养育父母报仇。然而他说他恢复100万美元，让他在他面前一边有一边的被烧烤。他继续对他咆哮，声称自己即使在枷锁中也能做些什么，但他眼犯了，用他的能力封住了他的嘴。之后他开始抚摸他，但被 Maria 中断了。Maria 表示恶魔之王有信息给他，通过通信水晶，恶魔之王问他在哪里，因为他应该被关在住所里。他被告知 Mio 却系于人类世界，并被问及是否知道发生了什么。然而 Solja 表示他不知道。他随后被要求去皇家城堡，因为那里有一个需要由古代魔法专家调查的遗迹。就这样 Solja 享受斗金法，回到人类世界。Bisora 遇到了 Takagawa， 问他关于 Mio 被绑架的事，他知道些什么。Takagawa 称，当他遇到 Maria 时，他背叛了他们，因为他必须服从被称为 Solja 的徒儿老太婆。他说 Solja 想要 Mio， 所以他必须通过绑架他的妈妈来让 Maria 听命。他还说 Maria 也根据 Solja 的命令结束了互助契约，这意味着他可能处于危险之中。Besara 请求他透露 Zulja 的位置给他，然而 Takagawa 说他不能，这使得 Besara 拔出剑攻击他，导致两人陷入了一场后悔的战斗。回到 Zulja 的城堡， Mio 称 Maria 是叛徒，但他微笑朝用邪恶的眼睛让 Mio 睡着了。城堡外 Takigawa 面对 Zest 要求他归还 Mio。当他假装不知情时，他提议用 Besara 交换 Mio。他解释说，这比交易对他们有利，因为 Besara 拥有一种罕见的能力，可以扭转战局。他起初并不感兴趣，但 Takigawa 取消他无法在没有 Solja 指令的情况下做出决定。他还补充说，他本可以告诉恶魔之王 Solja 的背叛，但他想避免在恶魔界引发战争。他告诉他 Zulja 的命运取决于他的决定，他同意这是真的，但突然撕开他的内脏，然后烧成灰烬，以埋葬证据，证明他当时确实在场。里面 Maria 痛苦地看着 Mio 受苦，因为他无能为力，因为 Zulja 正血里找他的母亲。就在这时 Zest 把 Bisara 带到了 Mio 被囚禁的地方，他要求 Maria 使用他的 Succube 能力控制他的思想，这意味着将他变成他们的傀儡。
当 Basara 苏醒时，他发现自己在 Solgia 的城堡里，但很快注意到一些灰色的船即将沉没。Maria 然后跳到他身上，催促他享受这一刻，但他制止了他，说他们仍然可以解救他的母亲。他告诉他 Solgia 过于强大，无法击败，这就是他背叛他们并咬他叫他妈妈的原因。然后他激活了魔法源泉，要吃弹了出来，打开了他的王牌，使他变成一个成熟的 Succube， 会让 Mio 的 plot 看起来银行。他声称他的力量在这种形势下使他在过去能够拯救 Mio， 所以他没有胜算。他然后催眠了他，取下了他的手铐，命令他随心所欲地对待他。然而这个咒语只对他起作用了一会儿，直到他开始反抗他。因此他铮铤地退后。当 Basara 拔出剑时，他也武装了起来。然而他无缘无故地击打地面，这让他假设他想赤手空拳地和他战斗。Cela l'a mis tellement en rage, une fureur noire l'enveloppa tandis qu'elle lançait une attaque vers lui, mais il apparut derrière elle. Cependant, elle avait anticipé ce mouvement et le projeta au loin, le suppliant de s'arrêter. Dehors, le sort de dissimulation du château fut levé grâce à l'épée de Basara. Pendant ce temps, Zest observait la bataille à sens unique, se demandant pourquoi Maria ne le séduisait pas comme prévu. Elle commença à craindre pour la sécurité de Basara car il ne leur serait d'aucune utilité s'il était neutralisé. Mais à ce moment précis, elle fut attaquée par derrière. Quand Yuki apparut, Zest réalisa que c'était l'œuvre de Basara et Yuki le confirma, disant qu'il s'était laissé capturer pour lui permettre de le suivre. Yuki lança l'attaque tandis que Zest se défendait contre ses coups avant d'attaquer avec sa magie noire, que Yuki contraria également. Zest se transforma alors en Batgirl et déclara qu'elle avait l'avantage étant donné qu'elles étaient dans le royaume des démons. À ce moment-là, Mio attaqua aussi, bien qu'enchaînée, alors Yuki en profita pour la libérer de ses entraves. Elle dit à Mio que la mère de Maria était retenue en otage afin qu'elle ne se batte pas en pensant que Maria l'avait trahie pour rien. Zest se rétablit et attaqua en créant des pics de terre depuis le sol, mais Yuki sauta par-dessus pour continuer d'attaquer sans relâche. Elle commençait à submerger Zest, qui riposta alors pour créer une certaine distance entre elles. Mio l'attaqua aussi à bout portant, suivi d'un puissant coup de Yuki, mais Zest apparut derrière elle d'une manière ou d'une autre et bombarda Yuki jusqu'à ce qu'elle soit impuissante. Mio dut alors la protéger avec une barrière, ce qui fit cesser l'attaque de Zest car elle ne pouvait pas se permettre de blesser Mio par erreur. Elle passa alors à une bataille émotionnelle, disant que Basara l'avait complètement ignorée pour sauver Maria, même si elle les avait trahis. Étonnamment, Mio admit qu'elle se sentait mal, mais elle affirma que c'était dans la nature de Basara de les sauver encore et encore. Pendant qu'elle parlait, Yuki ramassa discrètement son épée, tandis que Mio se moquait de Zest pour servir un maître laid et vieux qui ne la regardait même pas. Elles la ridiculisèrent pour s'être imposée à Zolgia car elle était jalouse de leur harem familial. Cependant, elle le nia et déchaîna un sort sous leurs pieds, qu'elles réussirent à éviter. À ce moment-là, le toit s'effondra soudainement suite à l'attaque de Maria. Alors Yuki utilisa l'écran de fumée pour attaquer. À l'autre bout, Basara avait commencé à cracher du sang. Cependant, Maria lui martelait toujours la tête contre le mur, qui ressemblait maintenant à son cercueil sur mesure. Il se releva une fois de plus, ce qui commençait à la perturber. Et c'est là qu'il utilisa un Talk no Jutsu en se remémorant le temps qu'ils avaient passé ensemble. Mais elle essaya de ne pas céder car elle était surveillée. Basara continua de parler de la sauver d'elle-même, lui disant de ne pas abandonner. Mais elle le frappa une dernière fois seulement pour qu'il la serre fort dans ses bras. Pendant ce temps, Zest fut finalement vaincue. Et quand Mio demanda si elle avait décidé de la secourir volontairement, Yuki répondit qu'elle l'avait fait pour Basara. Elles finirent par capturer Zest et s'apprêtaient à se précipiter vers Basara quand elles furent soudainement figées grâce à la magie de contrôle de la gravité de Zolgia. Quand il vit Yuki, une héroïne, il était ravi de les séduire pour créer un nouveau harem pour lui-même. Il attaqua alors Yuki et prit intentionnellement Zest dans l'attaque. Il la traita d'inutile car elle ne pouvait pas s'occuper de deux amatrices. Et de plus, il révéla qu'il savait qu'elle était jalouse des filles. Alors il utilisa sa magie pour la saisir à la gorge, regardant la vie s'éteindre dans ses yeux. Mais alors, Basara utilisa le Banishing Shift pour la sauver. Il se lança ensuite vers Zolgia, mais son attaque fut bloquée comme si de rien n'était. Quand il demanda ce qui était arrivé à Maria, Basara lui dit d'aller se faire voir, mais cela le fit expliquer qu'il n'avait aucune chance contre lui sans le renforcement de Maria. Avec elle hors de question, il utilisa son œil maléfique pour prendre le contrôle du subconscient de Basara, espérant lui voler ses pouvoirs. Pendant ce temps, Maria était assise impuissante sur le lit, se souvenant des instructions de Basara, lui disant de rester là pendant qu'il sauvait sa mère. De retour dans le hall, Basara ne pouvait pas repousser le contrôle mental de Zolgia, ce qui le déçut de Jin pour avoir élevé un tel faible. Il s'apprêtait à s'emparer des pouvoirs de Basara, mais Basara réussit à bouger son épée au dernier moment. Bien que Zolgia ait esquivé son premier coup, il se lança derrière lui pour une attaque surprise que Zolgia bloqua sans même regarder.
Alors qu'ils s'affrontaient à l'épée, il reconnut sa vitesse, mais continua de bloquer ses faibles coups avant de le frapper d'un coup qui le fit voler. Zolgia se dirigea vers lui avant d'attaquer avec ses flammes infernales, et même si Basara tenta de l'effacer, il fut tout de même emporté par la force de l'attaque. Zolgia était excité à l'idée d'obtenir ses pouvoirs, tandis qu'il continuait à s'engager dans une tentative futile d'escrime. Zolgia disparut bientôt, seulement pour saisir Basara d'une main invisible qui le projeta ensuite au sol si violemment que sa vision se brouilla. Pourtant, il se releva. Alors Zolgia se rendit invisible une fois de plus. Cependant, cette fois, Basara concentra ses sens et était sur le point de localiser Zolgia. Malheureusement, il ne put pas atteindre la vieille chauve-souris qui lui tira alors dessus à bout portant, inquiétant les filles. Il charma d'abord Basara en remplissant son esprit de toutes les filles qu'il convoitait, y compris l'infirmière Kim. Cela lui fit perdre sa volonté de se battre, mais Zolgia remarqua qu'il résistait encore un peu, alors il intensifia son sort. Maria apparut alors sous sa forme adulte et confronta Zolgia qui promit de l'ajouter à son harem, mais elle refusa, disant que son truc était trop pourri. Elle résolut de combattre Zolgia à mort, mais il lui montra rapidement les images de surveillance de sa mère et lui dit de lui jurer fidélité. Quand elle refusa, elle remarqua que sa mère avait explosé comme une bouteille de soda avec des Mentos, lui disant même de ne pas être triste car sa mère était morte instantanément dans la chambre électromagnétique sans ressentir de douleur. Cette nouvelle la fit s'effondrer, la faisant revenir à sa forme humble et impuissante. Cependant, cela fit perdre le contrôle des pouvoirs de Mio, alors qu'elle se rappelait à quel point Zolgia pouvait être cruelle. Ses pouvoirs créèrent un vortex qui aspirait tout le monde, sauf Zolgia, qui de manière maléfique utilisa un champ anti-magie pour sceller ses pouvoirs. Alors qu'il s'approchait de Mio, Maria tenta de l'attaquer, mais il la figea sur place. Il commençait à s'inquiéter que cela prenne trop de pouvoirs magiques pour contenir Mio, alors il se dépêcha de s'emparer de ses pouvoirs. Cependant, dès qu'il la toucha, il fut brûlé par le pouvoir. Il réalisa vite que Mio avait d'une manière ou d'une autre puisé dans ses véritables pouvoirs innés, ce qui le fit trembler comme un lapin effrayé. Alors qu'elle était sur le point de le rôtir, Basara lui dit d'arrêter de chercher vengeance, car elle finirait comme lui si elle se laissait consumer par la haine. Alors qu'il s'approchait d'elle, elle le supplia de l'arrêter. Cependant, il dit qu'elle devait prendre la décision elle-même pour éviter de le regretter à l'avenir. Il la serra ensuite dans ses bras pour la calmer, alors Zolgia en profita pour se faire discret. Yuki voulait le poursuivre, mais Basara lui dit de ne pas s'inquiéter du vieux lapin. À ce moment-là, la mère de Mio apparut également indemne, choquant toutes les personnes présentes. Devant le château, Zolgia reprenait son souffle, pensant s'être échappé, quand Takagawa apparut devant lui. Il dit que Zest n'avait éliminé qu'une de ses marionnettes et révéla que même la mère de Mio, qu'il pensait avoir fait éclater, était en fait une autre de ses marionnettes qu'il avait substituée. Takagawa affirma avoir conclu un accord avec Basara auparavant, alors Zolgia supposa qu'il le rapporterait au seigneur démon par intérim. Takagawa révéla alors que les parents adoptifs de Mio, qu'il avait rôti, étaient en fait les propriétaires de l'orphelinat qui s'était occupé de lui pendant la guerre. Takagawa retira son masque et révéla qu'il en voulait à sa vie par vengeance. De retour à l'intérieur, ils voulaient rentrer chez eux, mais Zest expliqua qu'ils étaient piégés car le manoir était une bête vivante que Zolgia avait obtenue pour échapper à la surveillance du seigneur démon. Alors que l'endroit se transformait en ventre de la bête, il devint plus dangereux pour eux de rester car ils devaient repousser des monstres qui apparaissaient. Dehors, Zolgia était heureux que Mio et Basara allaient mourir à l'intérieur de la bête, qui allait ensuite se nourrir de la force vitale de la planète. De retour à l'intérieur, ils avaient à tous repousser les petits monstres dans le ventre du monstre, car leur vie en dépendait. Quand ils demandèrent si le monstre avait une faiblesse, Zest révéla qu'il avait un noyau qui annulait les attaques magiques et physiques. Malgré cela, Basara alla essayer d'effacer le noyau avec le Vanishing Shift, alors Mio proposa de lui ouvrir la voie, Yuki la suivant. Maria voulait les accompagner, mais elle devait garder sa mère PNJ qui était étonnamment plus petite qu'elle. N'ayant d'autre choix que de se diriger vers le noyau, Zest se porta volontaire pour leur montrer le chemin, alors ils l'accompagnèrent dans les parties plus profondes de la bête. Alors qu'ils couraient à toute vitesse, des pièges à monstres commencèrent à les attaquer. Alors Basara les repoussa. Quand ils arrivèrent à une impasse, elle affirma que la bête perdait la forme du château créé par magie, ils ne pouvaient donc qu'avancer. Elle se fraya un chemin en brûlant jusqu'à une cage d'escalier qui semblait répugnante. Elle se transforma bientôt en un tas de bouches de monstres affamés, et même le mur s'anima comme mécanisme d'autodéfense. Yuki se porta volontaire pour les retenir, mais Basara dit que c'était trop dangereux. Elle dit qu'elle pouvait les affronter quelle que soit leur taille et demanda à Basara de croire en elle, et il l'accepta. Elle commença alors à repousser la horde de monstres, tandis que Zest créait un trou par lequel ils passèrent pour atteindre un autre niveau. Ils arrivèrent à un passage qui contenait de nombreux clones de Zest, et quand l'un attaqua Mio, Basara se précipita à son aide, seulement pour qu'un autre clone bloque son chemin. Zest les sauva alors tous les deux seuls, mais d'autres clones s'animèrent encore une fois.
Ensemble, ils avaient combattu de toute leur force pour vaincre chaque clone présent. Quand ils eurent fini, Zest réalisa qu'elle n'était qu'un objet jetable, alors elle les conduisit au noyau sans aucun regret. Le simple fait d'approcher le noyau avec de mauvaises intentions fit que sa défense sensible les tabassa tous les trois. De plus, le gardien serpent pouvait aussi cracher de l'acide et faisait fondre tout ce qu'il touchait en quelques millisecondes. Ce mécanisme de défense les terrifia. Cependant, Zest entra car elle prévoyait d'attirer son attaque afin qu'ils puissent trouver une ouverture pour frapper. Quand Basara protesta, elle leur dit qu'elle n'était pas une chose vivante, mais la création de Zolgia avec tant d'erreurs qu'elle fut abandonnée. Mio essaya de la raisonner, mais elle ignora ses divagations et dit à Basara de se préparer. Elle l'attaqua ensuite, permettant à Basara d'endommager le noyau, ce qui fit que la bête se déchaîna une dernière fois, tirant des rayons partout avant de tomber sans vie à la surprise de Zolgia. Plus tard, Zest se retrouva en vie et réalisa que Basara l'avait aussi sauvé avant de porter le coup de grâce au noyau. Pendant ce temps, Takagawa emmena Zolgia à une base où il le tortura lentement pour son propre amusement. Quand il apprit que quelqu'un d'autre arrivait, Zolgia planifiait déjà comment les manipuler avec sa capacité. Cependant, il eut le choc de sa vie quand Basara apparut. Zolgia tenta désespérément de conclure un accord avec Basara qui lui lança un regard froid, quoi qu'il dise, mais tout se termina rapidement avec Takagawa mettant fin à sa lignée hideuse. Basara rentra ensuite chez lui où il remarqua que Zest était également présente. Zest pensa qu'il allait l'envoyer créer un harem infernal avec Zolgia, mais il lui dit de vivre sa vie comme elle le décidait. Basara alla ensuite voir Mio qui était encore éveillée. Il lui donna une tasse de thé et s'apprêtait à partir, mais elle le retint, alors il s'assit avec elle un moment. Elle dit qu'elle avait déjà parlé à la faction de Maria à propos de Zest et ils avaient promis de ne pas la punir pour les crimes de Zolgia. Plus tard, cette nuit-là, Scroop vint emmener la mère de Mio et Zest avec le cercle de téléportation. Des semaines passèrent et le groupe retourna à l'école tout en vivant comme une grande famille suspecte. Dans le royaume des démons, le seigneur démon par intérim discuta de la nouvelle de la disparition de Zolgia et se demanda quoi faire de la situation. Quand il entra dans sa salle du trône, il vit un tas de soldats morts et Jin assis sur son trône, si insouciant comme s'il possédait l'endroit. Le seigneur démon le reconnut immédiatement comme le célèbre Jin et il se leva aussitôt pour annoncer qu'il paierait pour s'être mêlé de sa famille. Que pensez-vous que Jin a prévu pour le jeune seigneur démon ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Harem d'Alabama. Aussi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.